Hey, what's going on, guys? C'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les vulnérabilités OWASP qui touchent les API. Donc, les API, c'est les Application Programming Interface et c'est un concept qu'on a vu déjà sur la chaîne. On a expliqué pourquoi on utilise les API. Et pour faire simple, les API, c'est une technologie qu'on utilise pour faire communiquer les applications entre elles, différentes technologies entre elles aussi, et cela se fait seulement entre les programmes ou les applications. Donc il n'y a pas d'interaction d'humains, c'est pas fait pour les humains. Donc ça, pour faire simple, si vous voulez comprendre mieux ce terme ou ce concept de API, je vous recommande la vidéo que j'ai fait sur la chaîne auparavant. Donc ça, c'est une série de vidéos qu'on va faire sur cette chaîne-là et ça va concerner les top 10 vulnérabilités OWASP qui touchent les API. Donc OWASP, c'est une organisation qui est spécialisée dans la cybersécurité, qui réalise chaque 5-4 ans une liste des vulnérabilités qui touchent les différentes technologies. Donc on a le top OWASP, le top 10 OWASP pour les applications web et on a aussi le top 10 OWASP pour les API. Donc si vous voulez consulter bien sûr la liste, vous allez le trouver sur le site officiel. Donc ici, comme vous le voyez, on a OWASP Top 10 Web Application Security Risks et sur le même site officiel, on va trouver le Top 10 API. Donc c'est la même chose. Ici, vous voyez, on peut faire OWASP API Security et là, vous allez trouver la liste des failles et des vulnérabilités qui peuvent toucher les API, Application Programming Interfaces. Maintenant, j'ai trouvé une plateforme qui explique d'une façon formidable ces concepts-là, ces vulnérabilités qui touchent les API, et on va aller ensemble sur ces petits challenges qui vont vous aider à comprendre les différentes failles qui touchent les API. Donc le site il s'appelle application.security et en fait il contient plusieurs types de trainings, d'entraînement. Donc on a Play Demo, on a OWASP Top 10 for Web Application, donc ça c'est intéressant aussi de le faire. On a OWASP Top 10 for API, AWS, Amazon Web Services Top 10, Front-End Top 10. Donc par exemple ici pour le Web Application Vulnerabilities, on a les différentes failles qui touchent les applications Web, SQL Injection, SSRF, CSRF, XML, XSS, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé par le Web Application, on peut le faire aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Top 10 for API et on va commencer par le premier challenge, Improper Assets Management. Donc, il n'y a pas besoin de loguer sur le site, c'est gratuit et vous pouvez se lancer directement, le lien dans la description, bien sûr. Donc ici, on a le problème numéro 1, c'est que le site est en anglais et je pense que c'est possible de le traduire en français si normalement c'est possible avec un plugin. Donc ici, je suis sur Opera GX. Donc ça, c'est un navigateur soi-disant pour les gamers. Je suis en train de l'utiliser. Sinon, j'utilise normalement tous les jours, j'utilise Brave Browser qui est basé sur Chrome. Donc, si vous êtes sur Chrome ou Firefox, je pense qu'il y a une sorte d'extension qui va vous aider à traduire le site. Sinon, pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais ou au moins ne comprennent pas l'anglais, c'est une opportunité pour vous pour améliorer votre anglais parce que c'est hyper important de travailler votre anglais dans ce domaine de cybersécurité. Et on commence avec le premier cours, Improper Assets Management. Donc ici, point 1, the application. CBS Care Track is an online prescription benefit management and mail order pharmacy service. Donc ça, c'est une web application qui est faite pour je pense, quelque chose qui est en relation avec les produits pharmaceutiques. Et là,
on peut cliquer sur Next. When you are ready, click Next. Donc, on va cliquer Next pour voir qu'est-ce qu'on va faire en tant que pentester avec cette plateforme. Donc, point 2, Penetration Test. CBS Caretrack's development team has launched several new updates that improve the authentication and account recovery for workflows for its users. Alice, the CTO of CBS Caretrack, has engaged cybersecurity consultant Bob to perform a penetration test to test the security of these newly deployed updates. Donc ici, on est en train de faire un test d'intrusion sur cette application que les développeurs sont en train toujours de travailler sur, et on va faire note what is penetration testing. On va faire un test de pénétration sur cette application. Ici, il vous donne une petite description du test de pénétration. Penetration testing, also called pen testing or ethical hacking, is the practice of testing a computer system. Un test d'intrusion, c'est tout simplement le fait de tester la sécurité, la recherche de vulnérabilité qui touche un système ou un réseau. Donc ici, as Bob, go ahead and review Alice's email. Donc on est Bob ici, on est le testeur qui va tester cette application et on va spécifiquement tester le API de cette application. Donc when ready, click next. Voilà. Numéro 3, load application. As Bob, go ahead and load the CBS Caretrack web application in your browser using the following URL. Donc l'URL de l'application, c'est https://www.cbscaretrack.com. Donc on va le copier et on va le coller ici. Compris. Super, voilà. Donc ça c'est l'application, notre application qu'on va tester. CBS Caretrack, not registered. Donc il offre un compte gratuit, je pense. Get started now to unlock access to your pharmacy benefit. Et already have an account, donc on peut loguer directement, sinon on peut créer un compte, et voilà. Donc, attack surface analysis. Bob begins his assessment by browsing through CBS Track. Bien évidemment, en tant que testeur de sécurité, vous allez tout d'abord voir comment cette application fonctionne. C'est la reconnaissance ou la première phase qui est la collecte d'informations, collecter différentes informations sur l'application web pour ensuite utiliser ces informations pour l'attaque. Donc, user interface menus and functions to get a feel for the product and to further identify test scenarios. Donc voilà, la collecte d'informations est hyper importante et on va avec Bob continuer notre process. Donc ici, on va se concentrer sur une fonctionnalité de cette web application, c'est la fonctionnalité de Forgot Your Password. On va cliquer sur Forgot Your Password et ça, c'est une fonctionnalité qui va donner à l'utilisateur l'opportunité de réinitialiser son mot de passe. Donc on va attaquer cette fonctionnalité avec Bob. Donc, Forgotten Password. As Bob's security assessment focuses on testing the authentication workflows of CBS Track, Bob attempts to test the Forgotten Password functionality by submitting Alice's email address. Donc ici, il faut mettre une adresse email, bien évidemment. Donc, on va mettre l'adresse email de Alice ici. Reset Password et cette fonctionnalité où l'application web, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement, elle va envoyer un token ou un code via email et l'utilisateur va récupérer ce code depuis son email et le mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tant que pentester? C'est d'essayer de brute forcer ce champ de vérification parce que souvent, on trouve que le token ou le code de vérification, il est un chiffre de 4 ou de 5 ou de 6 chiffres et on peut facilement brute forcer ce type de formulaire avec un outil automatique. Donc, token. Upon submitting Alice's email address, the CBS Caretrack application renders a token verification. Donc, l'application, elle va créer ce token, ce chiffre,
et elle va l'envoyer par email. Bob decides to brute force the token verification. Donc, on va essayer de brute forcer ce champ. On va copier un chiffre. Donc, l'exemple ici, c'est 22, vérifier. Et vous allez utiliser maintenant un proxy. Donc, un proxy, c'est un outil qui va se mettre, entre l'application et votre machine. Donc, c'est une sorte de man in the middle, un homme au milieu de la connexion. Donc, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, il va capturer votre requête et il va l'envoyer à l'application web. Ensuite, quand l'application web va répondre et va envoyer sa réponse, il va capturer cette réponse et vous avez la possibilité de modifier donc soit la réponse, soit la requête. Donc ici, on voit bien notre HTTP request. Donc un outil qui fait ce genre de truc, c'est Burp Suite, bien évidemment. On a parlé de Burp Suite sur la chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas Burp Suite, en tant que pentester, vous devez apprendre à l'utiliser. Donc avec Burp Suite, par exemple, on peut voir notre requête et on peut la modifier. Donc ici, on peut voir que notre requête, elle est de type post, c'est-à-dire on est en train de poster ou d'envoyer des informations à notre application web. Et on voit ici le endpoint, c'est-à-dire le lien qu'on veut atteindre, c'est API/version 3/validate-code. Et on utilise le protocole HTTP version 1.1. Le host, c'est-à-dire notre destination, c'est www.cbstrack.com et ça, c'est le nom de domaine de notre application. User Agent, c'est Mozilla 5.0, Macintosh, Intel, Mac OS. Donc ça, c'est le User Agent de l'ordinateur ou de laptop de Bob, le pentester. Il a un Mac OS X. Et sous Safari, bien évidemment. Referrer, on a toujours le site de l'application. Connection close, content length. Et on a ici l'information la plus importante, c'est le code. Le code qu'on a envoyé, c'est 2122. Je peux même modifier la requête, c'est-à-dire ce code-là. Avant de l'envoyer, je peux le modifier vers 1111. Et l'envoyer et l'application va recevoir ce que j'ai modifié ici et pas ce que j'ai mis sur le champ. Donc ça, c'est notre requête et on a expliqué c'est quoi un proxy. C'est une application qui se met entre votre PC de pentester et entre l'application. Donc on va faire analyze request et on a vu qu'on a ces informations post request, on a vu le endpoint et on a vu le code. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur next. Et là, sur HTTP response, c'est la réponse de l'application web quand elle a reçu cette requête. Donc ici, l'application nous dit 401 unauthorized, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé à accéder à une réponse favorable avec la requête que vous avez envoyée. Donc on tape application JSON et là à la fin on a message the supply token is invalid, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous n'êtes pas autorisé à avoir une réponse favorable, c'est que le code que vous avez envoyé ici, le 2122, n'est pas valide. Et une autre information très importante, c'est the remaining attempts, c'est-à-dire les tentatives qui vous restent, c'est 4 tentatives. Quand vous avez fini les 4 tentatives, vous allez être bloqué par l'application web parce que les développeurs savent que ce genre de truc, ce genre de fonctionnalité peut être brute forcé. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on sait que ce code qu'on a envoyé, il est faux. Et la deuxième chose, on sait qu'on a une limite pour le brute forcing qui est faite sur cette application. Voilà. Donc ça, c'est l'explication. On clique sur Next. Et là, last try.
However, before giving up, avant de, euh, laisser tomber le truc, on va essayer one final attack against CBS Trucks token validation endpoint. He resubmits the following invalid token. Donc, on est toujours avec le token ou le code 2122. On va le mettre ici. Toujours, on utilise notre proxy pour récupérer ou pour capturer la requête. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va changer un élément dans le endpoint et on va voir la réponse. Donc ici, on va supprimer version 3 vers version 1. Et là, c'est une faute qu'on trouve souvent avec le développement des applications. C'est que les développeurs utilisent différentes versions des API. Donc ici, on a vu qu'on utilisait la version 3 et on a changé juste le 3 avec le 1 et on va laisser tout le truc le même. Donc on voyait un truc bizarre. On a entré le code 2122 et là, dans la requête, on voit que 2000, c'est 2000, le code 2000. Donc ça, c'est bizarre. Peut-être c'est une faute par les développeurs de l'application. C'est pas grave. L'essentiel que vous envoyez une valeur et voir la réponse de l'application. Donc on va cliquer sur Forward. Et là, on a une réponse semblable à la première, c'est-à-dire nous ne sommes pas autorisés à avoir une réponse favorable. Et ici, la réponse ou la raison pour laquelle on a eu le code 401 unauthorized, c'est que the supply token is invalid. Donc on a toujours un code ou un token qui n'est pas valide, mais ce qui est intéressant sur cette réponse, c'est que on n'a pas la limite de tentative avec cette réponse. C'est-à-dire que cette version ou cette version du API ou cette version de la fonctionnalité de reset password, elle n'a pas de limite sur les tentatives, donc elle n'est pas protégée contre le brute forcing. On peut envoyer le nombre qu'on veut de code. Donc on peut aller de 2000 jusqu'à 4000 avec un script automatisé sans avoir de blocage de la part de l'application. Donc ça, c'est l'analyse du code, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite ou de protection pour le brute forcing. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est attack script. Bob ici, il va créer un petit script. On peut trouver ce genre de script, il est très facile à trouver. Il y a même des outils spécialisés sur Kali Linux et PowerOS pour faire ça. On peut utiliser par exemple des outils comme, donc ça c'est le brute forcing, on peut utiliser Hydra si vous voulez pour le faire. Donc, to test whether CBS Trucks version 1 token validation endpoint is vulnerable to brute forcing, Bomb creates a Python script, bruteforce.py, that runs the curl command against CBS Trucks. Donc ça, c'est très facile. Il a créé un script automatisé avec curl. Curl, il est disponible sur toutes les versions de Linux. Donc, ouais, c'est la façon la plus simple. Et vous allez utiliser les arguments de curl, par exemple le -x pour utiliser la méthode post, etc. Donc ça, c'est hyper facile de le faire. Donc, un submit 4-digit token. Donc ici, on va lancer le script que Bob a créé. Et comme vous voyez, le code va du chiffre 2000, il va augmenter par 1 jusqu'à trouver le code qui est valide. Donc, interesting. By submitting multiple token values to CBS Trucks, version 1, je précise, c'est la version 1 du endpoint API version 1 validate code, on a pu trouver que le code valide c'est 2047. Donc ça parce que la version 1 du endpoint, elle ne valide pas ou elle ne limite pas les tentatives et c'est pour ça qu'on a pu faire ce brute forcing. Donc on clique sur Next, on copie le code qu'on a trouvé et on le colle ici et vous allez trouver qu'on a pu loguer facilement à notre application CBS Care Track. Donc ça, c'est ce qu'on appelle account takeover. On a pris le compte de l'utilisateur Alice. Et maintenant, c'est la partie la plus intéressante. On va voir pourquoi
cette application elle est vulnérable et quelle est l'erreur que les développeurs ont fait pour avoir ce genre d'exploit. Donc, vulnerable code. To understand the root cause of the brute force attack against CBS Chuck's API version 1 validate code endpoint, let's take a look at the source code used for validating the two-factor token. Donc, pour moi, c'est la phase la plus importante parce que en tant que testeur d'intrusion, il faut avoir des compétences et en codage, en scripting, il faut absolument comprendre pourquoi les vulnérabilités se trouvent sur les applications web. Donc, il faut avoir le réflexe de chercher le code et de comprendre et de lire bien évidemment le code et de comprendre pourquoi il est vulnérable. Donc ici, si vous cliquez sur Analyze Code, il va vous donner une explication de ce code. Et le résumé, c'est que ici sur le code, on utilise une méthode. Donc si on clique sur Analyze Code, vous allez voir que les développeurs implémentent un contrôleur qui s'appelle Auth Controller, c'est-à-dire Authentication Controller, un contrôleur d'authentication, which is responsible for handling user authentication. Donc ici, la méthode validate code que vous voyez ici, validate code, code validation request. Ici, cette méthode, elle utilise le endpoint version 3. Donc ici, c'est la méthode qu'on a vue dans la première tentative de brute forcing et on a vu qu'on a une limite sur les tentatives de validation. Donc ici, l'application, elle utilisait la méthode validate code qui est une méthode sécurisée qui limite les tentatives sur l'application web et cela va inhiber les pentesters de faire des brute forcing. Ensuite, on a, voilà, donc cette méthode, elle limite le nombre de validations de tentatives. Par contre, le endpoint API version 1 version validate code, il utilise un authentication controller qui est basé sur une méthode qui s'appelle validate code legacy. Donc ça, c'est la faute que les développeurs ont fait, c'est-à-dire ils ont implémenté ou ils ont oublié de supprimer cette deuxième fonctionnalité de validation ou cette deuxième méthode de validation qui est vulnérable au brute forcing, c'est-à-dire elle ne limite pas les tentatives de validation et c'est pour ça que l'application elle est vulnérable. Donc en tant que développeur, vous allez tout simplement supprimer cette partie qui valide le code sans limiter les tentatives. Donc voilà, normalement le code qui n'est pas vulnérable et qui va immuniser l'application web contre le brute forcing du token de reset password, c'est bien évidemment de supprimer la partie de validate code legacy et seulement laisser validate code avec le endpoint version 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle improper asset management. Donc ça, developers should always make sure that no outdated or legacy API endpoints are available. Donc il faut surtout en tant que développeur être sûr que dans votre code vous utilisez des méthodes et des fonctions qui sont nouvelles, qui sont testées et qui sont immunisées surtout et éviter d'utiliser des fonctions qui sont outdated, c'est-à-dire périmées, qui sont vulnérables et que la communauté de développeurs ne conseille pas d'utiliser. Donc voilà, on a supprimé le endpoint version 1 et on a laissé la deuxième fonction, la première fonction, pardon, validate code qui n'est pas vulnérable au brute forcing. Donc on vient juste de voir comment brute forcer un champ qui est vulnérable au brute forcing ou qui ne limite pas les tentatives. Et ça, juste en exploitant un endpoint sur une application web qui utilise différents endpoints. On a utilisé la version 1 et ça, c'est une vulnérabilité qui touche les applications web.
et on a vu que ça s'appelle Improper Assets Management, c'est-à-dire les développeurs ne savent pas, quand les développeurs ne savent pas gérer leurs actifs d'une façon propre, et cela va exposer toute l'application web qu'ils développent aux attaques de type brute force. Donc j'espère que ça a été clair. Je trouve que ce genre de vulnérabilité qui touche les API, il est très répandu de nos jours, et c'est important en tant que pentester de savoir utiliser et savoir interagir avec ce genre d'exploits et d'attaques. Et là, on va, dans cette série de vidéos, se concentrer sur ces top 10 OWASP vulnerabilities qui touchent les API. Donc, première vidéo faite, Improper Assets Management. Et dans la prochaine vidéo, on va voir Excessive Data Exposure.